Next, we look at the big dreams of a French challenger. To take us through the ambitious goals B&B Hotels has set itself. Give a big round of applause to the chain's president and CEO, Fabrice Collet. C'est tout à fait impressionnant. Bonsoir à tous. Pour l'optimisme, je vais essayer de vous en donner un peu, mais j'ai aussi quelques petites douches froides à vous faire passer. La croissance du parc, on en reparlera. Moi, j'ai écouté pas mal de choses aujourd'hui et finalement, j'ai pas grand-chose de très nouveau à vous dire qui n'ait pas déjà été dit. Le micro ne marche plus. Si, c'est bon. C'est bon, ça marche. Merci. En revanche, peut-être juste pour prendre un peu de recul, on vit un moment assez merveilleux en réalité. Quand on se souvient qu'en 2019, quand on a terminé l'année, on s'est tous dit ça c'est l'année référence de l'industrie. Des années comme ça, avec des rêves-parts comme ça, des activités comme ça, on n'en verra pas beaucoup. Alors, on n'avait pas tort parce que la suite n'était pas géniale. Mais ensuite de ça, on est passé à travers le Covid. Et aujourd'hui, c'est un moment sympa en réalité. On a des rêves-parts qui sont extraordinaires. Au-delà de 2019, et quand je dis on, je pense que l'ensemble de l'industrie peut s'aligner là-dessus, mais je parle bien sûr surtout de ma paroisse, c'est-à-dire de l'hôtellerie économique, je connais moins le reste du métier. On voit des clients qui voyagent avec beaucoup d'enthousiasme, on observe aussi qu'on arrive à passer des hausses de prix assez considérables auprès de nos clients. Alors, c'est vrai, j'ai entendu Solène dire tout à l'heure que ça ne compensait pas tout à fait la hausse des coûts. Oui et non, c'est vrai, mais quand on regarde les marges en euros, elles progressent, portées par ces hausses de prix. Et puis personnellement, moi j'y croyais pas, c'est-à-dire que je n'imaginais pas un instant qu'on allait passer des hausses de prix de 10, 15, 20% et que les clients allaient suivre. Or, ils suivent. Ils suivent alors qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, alors qu'on est dans un contexte économique qui est un peu étrange. Et ils suivent parce que dans le fond, ils adorent voyager, ils adorent notre métier et qu'après des années où on leur a dit rentrez chez vous, c'est dangereux, ils aspirent à voyager, ils aspirent à se réunir, à se rencontrer et donc ils redonnent un sens à notre métier. Donc ça, c'est absolument merveilleux et je crois qu'on peut se réjouir de ça et se dire qu'accessoirement, on ne l'a pas volé parce qu'on est passé par des moments un peu difficiles où on essayait juste de survivre. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut quand même qu'on regarde un petit peu l'avenir et qu'on se dise ça c'est déjà le passé et demain quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on va réussir à créer de la valeur dans l'hôtellerie, comment est-ce qu'on va réussir à avancer encore, à progresser, quelles sont les choses trappes à éviter, comment est-ce qu'on fait pour avancer. Et là, moi je voulais vous emmener sur un petit truc. Ça fait quelques années que chez B&B on s'est intéressé aux États-Unis. Alors pourquoi? Parce qu'on est des actionnaires américains, Goldman Sachs, qui à un moment nous dit les gars, vous voulez pas aller voir un peu ce qui se passe là-bas, ça pourrait être amusant. Moi j'adore prendre l'avion, donc je suis ravi. On part aux États-Unis, on visite des hôtels, en se disant on ne sait jamais, on va voir ce qu'on va voir. Et puis là, honnêtement, on y part sans beaucoup de conviction, en se disant c'est quand même le pays qui a inventé l'hôtellerie, qui a inventé l'hôtellerie économique, qui a inventé l'hôtellerie de chaîne. Est-ce qu'on a un truc à leur apprendre? Je ne crois pas. Alors je ne crois toujours pas, mais en tout cas on a vu 2 ou 3 petites choses. La première chose qu'on a vue en poussant quelques centaines de portes d'hôtels économiques américains, c'est l'état du truc. C'est-à-dire que ce produit, le motel, qui était un produit qui faisait rêver il y a 30 ans, alors moi j'ai de la chance, j'ai une femme qui est française et américaine, donc qui me présente des copains américains qui me disent mais quand on était gamin, qu'on avait 20 ans, 15 ans dans les années 80, les parents nous emmenaient aux États-Unis en voiture dans les motels, on adorait. C'était moderne, c'était efficace, c'était sympa, la voiture devant l'hôtel, la chambre propre, le grand lit, la télé, c'était fantastique. Aujourd'hui, c'est plus ça, l'hôtellerie économique américaine. On affiche 99 $ sur la porte de l'hôtel. La réalité, c'est $299 a week. Donc c'est loué à la semaine. Et c'est loué à des gens qui viennent de perdre leur maison et pour qui c'est la dernière étape avant ce qu'on appelle le trailer park, donc le champ de mobil-home. La réalité, c'est ça. Moi, j'ai poussé un grand nombre de portes et j'ai vu ce genre de choses. J'ai vu des hôtels dans un état de décrépitude avancé. J'ai été très étonné. Alors, ça me
rappelait une discussion que j'avais eue il y a très longtemps avec Pat Pechus, qui est le patron de Choice Hotel, qui m'avait dit un truc qui m'avait interpellé. Il m'a dit, Fabrice, aux États-Unis, l'hôtellerie économique, elle n'est pas oversupplied, elle est under-demolished. Quote, unquote. Et effectivement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Deuxième réflexion, on s'est dit, tiens, si on faisait bosser des consultants sur le sujet, et ils sont revenus avec une slide que j'ai trouvée extrêmement pertinente, où ils s'étaient amusés à prendre sur TripAdvisor les notes d'une centaine d'hôtels de chacune des grandes marques économiques américaines. Et on se rendait compte que les notes, elles pouvaient être aussi fortes que 9 sur 10. Alors 9 sur 10, chez B&B, on en a quelques-uns, mais j'en suis fier, ils sont vraiment magnifiques les hôtels. Mais ça peut être aussi faible que 2 sur 10. Quand en France, vous prenez B&B ou Ibis, les notes, elles sont toutes entre 6,5 et 9. Et à 6,5, on a des réunions de temps en temps, on prend la liste des hôtels en se disant qu'est-ce qu'on fait? On les garde dans le réseau, on les sort, on les entretient, on investit. Là, on descend à 2. 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet hôtel, vous prenez des risques pour votre intégrité physique dans l'hôtel. C'est de ce niveau-là. Mais on en rit, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà comment est construite l'hôtellerie économique américaine. Alors, quelles sont les conséquences de ça? La première, c'est n'importe quelle personne qui a accédé à la classe moyenne aux États-Unis vous dira « Je ne descends pas dans les hôtels économiques, je vais dans les produits mid-scale ». D'où le succès des Antonines, des Courtyard. Ça coûte 120, 130 $, donc c'est plus cher. Mais pour ce prix-là, on passe une bonne nuit dans une chambre trop grande, on a un peu trop de services par rapport à ce qu'on veut, mais tout se passe bien. Donc les gens aujourd'hui aux États-Unis vont dans le mid-scale, pas parce qu'ils le désirent, mais parce que c'est la garantie de ne pas avoir de mauvaises surprises. Deuxième conséquence de tout ceci, quand on regarde l'organisation de ce métier, moi il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est ce qu'on appelle le key money. On a chez B&B un petit peu de franchise, on a une cinquantaine d'hôtels en franchise, essentiellement en France. Quand on prend un franchisé dans la famille B&B, on lui fait payer des droits d'entrée. Alors il les négocie âprement, il ne paye pas toujours le tarif officiel, je ne vais peut-être pas te le dire ici, mais en tout cas il paye un droit d'entrée. Aux États-Unis c'est le contraire. Quand un franchisé rejoint, en tout cas dans l'hôtellerie économique, mais je crois que c'est aussi pareil dans le haut de gamme, une marque, on lui paye du key money, c'est-à-dire qu'on le paye pour qu'il veuille bien mettre l'enseigne sur la porte. Alors généralement, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et ça traduit un truc assez clair, c'est ces marques qui ne tiennent plus leurs promesses vis-à-vis des clients et donc que les clients évitent quand ils ont les moyens de les éviter, n'ont plus de valeur non plus pour les franchisés. Conséquence suivante, le grand secret de l'hôtellerie, le churn rate. Alors le churn rate, c'est quoi? C'est un truc tout bête, je signe un contrat de franchise pour 10 ans, au bout de 10 ans, est-ce que je renouvelle ou pas? Vous pouvez chercher ça sur Internet, les grands opérateurs américains sont tous cotés, ils publient des millions de chiffres, le truc est caché, 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 on n'en parle pas. Alors moi j'ai fait bosser un contrôleur de gestion la semaine dernière sur le sujet, il a creusé, il a fait des hypothèses, et on arrive à quoi? On arrive à dire que chez les grands opérateurs américains, Marriott, Hilton, le churn rate c'est de 20-25%. Donc au bout d'un contrat de 10 ans, il y a 20-25% des franchisés qui ne renouvellent pas le contrat avec la marque et qui changent de marque. Alors le chiffre paraît gros, mais en réalité c'est pas mal. Ça veut dire que quand quelqu'un écrit Marriott sur la porte d'un hôtel, l'enseigne elle va rester en moyenne 40 à 50 ans. Admirable. Admirable. En revanche, quand on rentre dans le budget, dans l'éco, alors là, c'est plus du tout la même limonade. Le churn rate, il est de l'ordre de 60%. Donc, quand quelqu'un faut une marque de budget américaine sur sa porte, en moyenne, il va la virer au bout de 15 ans. Ça veut dire qu'en réalité, c'est qu'il la garde 10 ans, puis que s'il a encore l'énergie de s'en occuper, il rappelle tout le monde et il renégocie les key money pour changer l'enseigne, pour remettre une nouvelle enseigne sur sa porte en retouchant de l'argent au bout de 10 ans. Donc, ces marques n'ont plus de valeur. Ça nous a beaucoup interpellés. Alors c'est la raison pour laquelle chez B&B, on va essayer d'ouvrir des hôtels aux États-Unis. On espère y arriver. Pour ne pas vous cacher la vérité, moi j'étais la semaine dernière au Brésil. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va au Brésil. On a 6 hôtels au Brésil aujourd'hui. Pour la première fois depuis 10 ans, on ne perd pas d'argent. Et on s'est dit qu'on allait accélérer. Donc les États-Unis, partez pas du principe qu'on va avoir 2000 hôtels dans 3 ans. Je serais assez surpris personnellement, voire on pourrait avoir des problèmes avec. Donc on va y aller doucement, mais on essaye. Fort de cette intuition. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on a créé ce système où cette hôtellerie économique américaine, qui était de grande qualité, qui faisait rêver tout le monde, qui était un produit admirable et admiré par tous, est devenu soudain quelque chose qui n'intéresse plus grand monde? Je
nous, on pense que la principale cause de ceci, c'est un événement financier qui a eu lieu au début des années 90. Marriott, qui était propriétaire de ces hôtels à l'époque, à un moment a des problèmes financiers liés à sa croissance. Ils n'arrivent pas à refinancer leur portefeuille d'hôtels. Et ils créent une société qui s'appelle à l'époque Host Marriott, aujourd'hui Host, qui est le plus gros propriétaire de murs et de fonds de la planète, si je suis bien renseigné. Et ils se disent, tiens, on va séparer un peu le truc. Et là, ils ont des boursiers, des investisseurs boursiers, des analystes qui leur disent, mais c'est un truc absolument génial, votre idée. Parce qu'au fait, 1 plus 1 font 3. Pourquoi? Un opérateur hôtelier intégré, ça vaut 10 fois l'EBITDA. Mais en revanche, quand vous séparez les deux, un opérateur dit asset light, ça vaut 15 fois, et les loyers et la société immobilière, elle en vaut 20. Donc en séparant les deux, on crée de la valeur. Alors, si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, c'est de la finance. Ce qu'il faut retenir, c'est assez simple, c'est qu'on a à un moment laissé des analystes financiers dicter la politique des opérateurs hôteliers, et que c'est parti des États-Unis, c'est ensuite arrivé en Europe. Et puis, je vous raconterai, mais on n'en est pas exempt chez BNB aussi, on fait des trucs bien financiers et bien pourris de temps en temps. Donc on est parti dans le truc, mais c'est parti tout ça d'une pression financière, d'analyse financière. Donc moi, comme j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, je peux vous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent grand-chose à l'hôtellerie, et que même pour un certain nombre d'entre eux, ils ont une bonne maîtrise de leur tableau Excel, mais au-delà de ça, c'est assez court. Et ces gars-là ont décidé de la politique des chaînes hôtelières en disant, mais c'est évident, pour des raisons strictement financières, on va séparer d'un côté l'exploitation des marques et de l'autre côté l'exploitation des actifs. Alors ça a quelques petites conséquences. La première, c'est qu'elle est mécanique, c'est que ça désaligne le propriétaire de la marque, qui rêve que sa marque soit forte, solide, attractive, de grande qualité, de l'opérateur. Puis après, l'opérateur, lui, il a 2 questions à se poser. Enfin, une seule en réalité. Est-ce que j'ai envie d'exploiter mon hôtel avec une approche patrimoniale, c'est-à-dire que c'est un actif que je veux valoriser, dans lequel je veux investir, dont la qualité importe pour moi, ou est-ce que je veux l'analyser comme un objet financier? Et là, quelqu'un va me dire, mais c'est très simple, en fait, tu n'investis pas dans le truc, you milk the cow, comme diraient les Américains, vous pressez le citron et vous faites tourner le truc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, dans les hôtels haut de gamme, les gens ont plutôt tendance à, généralement, choisir d'investir dans les actifs. Et quand on regarde ce que fait Bill Gates avec Four Seasons ou ce que font le sultan de Brunei avec ses actifs et je ne sais quoi, on voit bien qu'ils ont une approche très patrimoniale et que pour eux, derrière l'hôtel, il y a un actif qui doit être le plus beau possible, le mieux entretenu, le plus valorisé. C'est aussi vrai, très très largement, des franchisés européens qui sont généralement des groupes familiaux, ils investissent dans leurs actifs, ils pensent à la génération d'après, ils font des très beaux efforts et la qualité est là. En revanche, aux États-Unis, où c'est devenu en plus de ça des investisseurs qui sont indépendants, qui ont des approches très familiales et très court terme, le truc est parti complètement en vrille et ils ont perdu le contrôle de la qualité des actifs. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette belle histoire? C'est pas pour vous faire un cours sur les États-Unis, vous n'en avez rien à faire et moi non plus. C'est pour vous parler de petites choses concrètes pour notre métier. Quelles sont les conséquences de tout ça dans notre métier? Moi, la première conséquence, c'est faisons attention, il ne faut jamais lâcher, surtout dans l'hôtellerie économique, le combat de la qualité, le combat de l'investissement. Et là, moi, j'ai quelques bonnes nouvelles. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années chez BNB, je découvrais ce métier et objectivement, il m'arrivait de me poser une question toute simple, de me dire dans le fond, est-ce qu'un hôtel économique, c'est un truc quand c'est tout neuf, tout beau? C'est génial, les clients sont contents, il y a un très bon retour des clients, financièrement ça marche aussi, le personnel est heureux, et puis à un moment, ça vieillit, puis ça finit par devenir un vieil hôtel. Et puis il faut accepter qu'à un moment, c'est un trop vieil hôtel, que c'est plus un produit qui est attractif, que ça n'a plus de valeur, et que peut-être qu'il faut transformer ça en boîte de nuit, en logement social, enfin vous avez tous vu tout ça. C'est une question qu'on se posait. Et puis, en 2016, on a pris un pari. Le responsable du pari est au fond de la salle là-bas pour le féliciter. Ça a été de se dire, mais tiens, si on mettait de l'argent dans ces hôtels, est-ce que ça marcherait? Et à l'époque, on est allé voir nos actionnaires en leur disant, il faudrait mettre 100 millions dans le réseau français, vous en pensez quoi? Ils nous ont regardé un peu bizarrement. Moi, je m'attendais franchement à avoir devant moi des gens très financiers me disant « mais tu y penses pas, débrouillez-vous comme ça, sans argent ». Et ils ont pris le pari, ils nous ont dit bah, « il n'y a pas de problème, faites-le et puis on va voir si ça marche ». Alors, le seul truc qu'ils m'ont fait qui était bien financier, c'était de nous dire « en revanche, débrouillez-vous pour trouver l'argent ».
Ça, c'était un peu compliqué, mais on a trouvé. Et au fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un retour sur investissement absolument considérable. C'est-à-dire que quand vous mettez dans un hôtel économique, de manière pas trop stupide, 1 million dans la peinture, la façade et des choses qui se voient et qui font plaisir aux clients, vous avez un retour sur investissement qui est de l'ordre de 15 à 20%. Ce qui est spectaculaire. Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Moi, quand je vais le samedi matin à mon agence de la Poste, ils ne me proposent pas ça. Donc c'est absolument formidable. Donc le truc était très très efficace. Ensuite, on a continué comme ça en se rendant compte que du coup, on pouvait aussi reprendre des hôtels existants, les convertir à notre concept, les repeindre en BNB, mettre le logo, investir et que ça marchait encore. Et on a eu quelques surprises. On reprend des hôtels de concurrents et à un moment, c'est une anecdote, ça c'était il y a 2 ans, et à un moment quelqu'un vient me voir en me disant « Oh là, tu t'es bien fait avoir ». Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Ils t'ont refilé un hôtel, le truc est blindé de syndicalistes, les mecs sont des acharnés, ingérables, ils vont vous mettre une vie pas possible, c'est des gens insupportables, vous n'arriverez pas à gérer l'hôtel. On reste entre nous là, vous ne le répétez pas cette histoire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme d'habitude, d'abord on a parlé aux gens avec respect et dignité. On s'est rendu compte qu'avant des syndicalistes, c'était des êtres humains qui aimaient leurs produits et qui aimaient leur métier et qui étaient absolument charmants. Puis ensuite on a investi dans l'hôtel. Et là, soudain, l'adhésion du personnel est devenue énorme parce que finalement un hôtelier, qu'est-ce que ça aime? Ça aime les beaux hôtels, ça aime recevoir des clients qui sourient, ça aime avoir de la réception du client qui lui dit « mais c'est sympa, merci, j'ai passé une bonne nuit, c'était agréable ». Et donc finalement, ces salariés qui n'étaient peut-être pas très contents de ce qu'ils vivaient auparavant, le jour où on leur a dit « mais messieurs, on va investir ensemble dans votre hôtel, on va améliorer votre outil de travail, on va améliorer vos conditions de travail, on va améliorer les relations que vous aurez avec vos clients », on leur a redonné une fierté. Et soudain, les sujets qui, soi-disant, bloquaient complètement la gestion de ces hôtels sont devenus des sujets largement gérables et accessoires. Et on n'a pas eu de problème avec la gestion de ces hôtels. On a des gens qui se battent pour l'hôtel, qui le défendent parce qu'ils le font avec fierté, parce que leur hôtel est beau, accueillant et sympathique. Donc, en résumé, quand on investit, on fait plaisir aux clients, on fait plaisir au personnel, on fait plaisir aux actionnaires, donc tout le monde est content. Ça, c'est la première grande conclusion. La deuxième chose sur laquelle je voudrais vous attirer votre attention, c'est le sujet du mid-scale. Il y a, à mon sens, il y a aujourd'hui une tendance de consommation très forte et puis un effet d'optique. La tendance de consommation très forte, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à aller s'habiller chez Shine et chez Chanel. Ils ont tendance à vouloir un jour aller dans un hôtel fantastique, avec une expérience lifestyle fantastique, des boîtes de nuit, un rooftop, vous connaissez ça par cœur, tout ce que BNB ne sait pas faire. Et puis, le lendemain, à vouloir aller passer une nuit simple, efficace quelque part, en jouant le prix. Et donc, dans ces comportements qui sont très polarisés, où une fois on va chercher l'expérience, un moment mémorable, une vue merveilleuse, et une autre fois l'efficacité, la simplicité et le prix, l'entre-deux est un sujet qui est un peu délicat. C'est-à-dire ces hôtels qui sont pas assez sexy, entre guillemets, pour faire rêver, et trop cher pour faire économiser. Ça, c'est un sujet qui, moi, m'interpelle, et je ne suis pas certain qu'on n'ait pas ici, à terme, un problème un peu systémique dans notre industrie, avec cette hôtellerie d'entre-deux. Sachant que l'effet d'optique, c'est que les gens vous disent « Ah mais non, c'est pas vrai, regardez les États-Unis ». Et là, on revient à mon point précédent. Aux États-Unis, l'hôtellerie mid-scale fonctionne parce que l'hôtellerie économique ne fait pas son job. Mais quand il y a une hôtellerie économique de qualité, le sujet du mid-scale est un sujet qui devient plus prégnant. Je parle du mid-scale traditionnel et une nouvelle fois, je parle de ce que je ne connais pas, mais c'est un sujet qui m'interpelle. Le dernier sujet dont je voulais parler, c'est de dire que puisque je vous ai fait part de tout le mal que je pensais de ces approches strictement financières de l'organisation de l'industrie, je voudrais vous parler aussi maintenant de ce que je pense être la chose à faire. Moi, il me semble que demain, les gagnants dans l'industrie hôtelière seront les gens qui arriveront à regrouper sous un même pavillon la marque et les actifs pour aligner la gestion de tout ça sans y mettre de forces perturbatrices. Et d'ailleurs, pour ma part, dans l'hôtellerie économique, les deux marques montantes que je respecte le plus, celles que je trouve les plus remarquables par la manière dont ils apportent une qualité constante et régulière à leurs produits, Motel One en Allemagne, Premier Inn en Grande-Bretagne, ils marchent comme ça.
ils ont intégré leur système. Pas partout, pas toujours, pas tout le temps. La vie est une règle avec plein d'exceptions, mais ils ont intégré leur système. Et à la fin, ça marche très très bien. Dans le cas de Premier In, d'ailleurs, c'est encore plus remarquable, parce que, étant cotés, ils ont toutes les semaines un article qui sort, vous pouvez regarder dans la presse, vous les verrez, écrit par un de ces analystes dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant tout le bien que j'en pensais, qui dit « Oh mais les gars, vous valez 6 milliards de livres en bourse, si vous sépariez l'immobilier et le reste, vous en vaudriez 10. » Et ils arrivent à résister. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'ont pas oublié ce truc-là. Ils n'ont pas oublié que l'intégration était la clé du contrôle de la qualité, et que la qualité, c'est la clé de la satisfaction de nos clients, et que la satisfaction de nos clients, c'est la clé du succès de notre industrie. Et donc moi je pense que demain, on va voir se refaire un regroupement entre les actifs et les marques, ça va être la prochaine tendance. Et je pense que dans cette tendance d'ailleurs, nous aussi chez BNB, et je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas totalement net. Alors on fait du lease. Alors le lease, c'est un petit péché. C'est un petit péché parce que je suis au moins, dans ma fonction, responsable de l'investissement dans les hôtels. C'est-à-dire que je vous parlais de ces hôtels qui sont notés 6,5 chez BNB. Si je voulais qu'ils soient notés 7, il suffit qu'on le décide. Et c'est à nous de dépenser l'argent. On n'a pas besoin d'aller voir un franchisé, un partenaire, un je ne sais quoi, en lui disant « Je t'en prie, est-ce que tu veux bien dépenser de l'argent dans l'hôtel ?» Pour l'entendre répondre « Ouais, c'est une bonne idée, mais pas tout de suite, j'y repenserai dans 2 ans. » On est maître de ça. En revanche, là où c'est quand même une idée un petit peu farfelue, c'est que pareil, le raisonnement il est encore financier. C'est encore du 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que je sais partout, parce que séparément, chacun des actifs vaut plus que la totalité. Chaque fois qu'on vous raconte ça, dites-vous qu'on vous raconte des salades. Sauf qu'en l'espèce, c'est des salades qui ont été vraies d'un point de vue financier pendant des années, donc on finit par croire que c'est vrai. C'est toujours faux. Et donc ça aussi, nous, il va falloir qu'on s'y attelle, il va falloir qu'on réfléchisse au sujet. Sachant que la bonne nouvelle, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt, l'équation en question marche moins. L'immobilier était soi-disant beaucoup plus valorisé que les actifs en termes de multiples. Plus les taux d'intérêt montent, moins c'est vrai, et plus les choses se réalignent. Donc on a peut-être en plus de ça une fenêtre historique pour arriver à faire ça. Et c'est quelque chose auquel nous, sur lequel on va essayer de travailler dans les prochains mois et années, sachant que si mes actionnaires apprennent que je viens de dire ça, je vais faire recevoir un coup de fil dans le quart d'heure. Donc vous êtes gentils, gardez ça pour vous. Voilà, ça c'était mon grand sujet. Il y avait encore 2 sujets dont je voulais vous parler, mais qui ont été très très largement abordés par les intervenants précédents et avec bien plus de qualité et de précision que moi. Et les 2 sujets touchent à la même chose, c'est comment s'assurer que cette industrie ne meurt pas. On a deux problèmes mortels dans ce métier. 2 problèmes très simples. Le premier, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Parce que derrière la pénurie de main-d'œuvre, il se cache quoi? Il se cache l'idée de dire finalement le travail, c'est pas forcément un truc extraordinaire. Les loisirs, c'est beaucoup mieux. On a entendu des choses merveilleuses ce matin. Et alors, des boulots, il faut travailler 24 avec des horaires pas possibles. Là, c'est vraiment super pas extraordinaire. Or, il se trouve que dans les hôtels, on a besoin de personnel. Donc, comment on fait pour travailler sur le sujet? Moi, je pense qu'il y a 2 directions évidentes. La première, c'est comment faire pour ne pas utiliser à tort et à travers du personnel quand on n'en a pas besoin. On en parle depuis des années, mais le check-in automatique, c'est quand même mieux que le check-in procédure. Avoir des gens à l'entrée des hôtels pour accueillir les clients, leur demander s'ils ont fait un bon voyage, leur recommander un restaurant, leur suggérer quelques attractions à visiter dans la ville, c'est merveilleux. En revanche, le check-in à l'ancienne, j'ai encore subi ça il y a une semaine dans un hôtel, ça a duré 3 quarts d'heure, où on m'a fait remplir une fiche avant de ressaisir la fiche devant moi. C'est pas une expérience, ça, c'est une nuisance. Donc ça, on doit pouvoir optimiser et ça arrangera tout le monde. Il y a des pistes, vous savez aussi beaucoup aujourd'hui dans le nettoyage dans les chambres, avec ces options de robots, d'aspirateurs qui vont nettoyer toute la partie basse de la chambre pendant que le personnel de nettoyage, lui, va nettoyer la partie haute. Ça fait moins mal au dos et puis ça fait un peu moins de travail et donc un peu moins de personnes, de jobs non staffés à staffer. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille tous, collectivement. Et puis bien sûr, et Olivier en a très bien parlé tout à l'heure, il y a le sujet de l'ascenseur social et de la formation. Je ne vais pas aller très loin sur le sujet parce que tout a été dit, si ce n'est que nous aussi on y va. Et qu'on est en train, nous aussi, de lancer un CFA. On avance avec enthousiasme sur le sujet. On veut le faire en essayant de le staffer avec de la discrimination positive à fond. Donc, plus les étudiants ont eu de difficultés avec la justice, plus ils sont une minorité, moins ils parlent français, moins ils ont d'éducation, plus on est content. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir envie de prendre le bon chemin et on va les aider. Et on a tellement de belles histoires chez BNB Hotel de gens qui par leur naissance, n'étaient
pas prédestinés à avoir statistiquement parlant, les carrières les plus incroyables en France et qui aujourd'hui sont des patrons d'hôtels indépendants et des modèles pour leur communauté et qu'on va les aider et qui vont servir de rôle modèle pour inviter ces gens-là. Une petite anecdote simplement sur le sujet. On se fait aider sur le sujet par une boîte de formation qui elle-même est conseillée par Martin Hirsch, que vous connaissez tous. Je rencontre Martin Hirsch qui me dit « Fabrice, moi je peux faire ce truc, c'est facile. Monter une formation, c'est bien. On a besoin de vos aides, etc. Mais j'ai une grande question qui m'inquiète. » Je dis « Oui, quoi donc? Est-ce que vous avez trouvé des débouchés pour ces gens-là » Il était hyper inquiet qu'on n'arrive pas à leur trouver des stages ou des jobs. Donc vous voyez, c'est marrant de voir le décalage qu'il y a aujourd'hui entre la réalité que nous on vit, où on a du mal à trouver des gens, on a besoin de les former, etc. Et ce qui se passe encore sur le terrain, où finalement le travail de communication sur il y a un métier absolument formidable d'ascenseur social qui ouvre des possibilités, des carrières, etc. n'a pas été totalement terminé. Le deuxième mal mortel auquel on est soumis, c'est la pensée véhiculée par des gens comme Greta Thunberg. Voyager, c'est mal, ça brûle du carbone. Ça, c'est une pensée qui se diffuse de plus en plus. Moi, j'en vois des exemples autour de moi, avec des copains qui me disent « Je suis parti en vacances cet été, les enfants n'ont pas voulu venir avec moi. Prenez l'avion. » Donc, c'est réel. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Moi, j'ai un petit rêve tout simple sur le sujet. Je rêve que demain, sur les hôtels, les voyages, etc., ça commence à apparaître. On puisse avoir des étiquettes comme on a sur les voitures ou les réfrigérateurs, avec des notes de A à F, A étant tout vert et F étant tout rouge. Pourquoi? Parce que si on fait ça, d'abord, ça va être très émulant, c'est-à-dire qu'on va tous se battre pour être A, et quand on va voir qu'on est B et que le concurrent est A, ça ne va pas nous faire rigoler, donc on va investir. Donc il y a quelque chose d'incitatif et d'efficace, mais aussi parce qu'on va se rendre compte que la destination France est une destination de rêve. On a un mix énergétique qui, du point de vue du carbone, est absolument exceptionnel. On a des transports qui sont absolument remarquables avec un réseau ferré de folie. On est très 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 en avance sur l'isolation des bâtiments, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas parfait, mais quand on va se comparer, on va se rendre compte que voyager en France, c'est probablement une des, si ce n'est la destination la plus respectueuse de l'environnement qui soit. Et donc j'aimerais bien que tous ensemble on pousse sur ce sujet parce que je pense qu'il y a un truc très intéressant à obtenir avec ça. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie et je crois qu'Évangéliste nous offre un verre, c'est ça? Ah oui, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions pour Fabrice? Je prends 2 questions. Fabrice, j'ai une question et un témoignage. J'ai passé quelques années dans l'hôtellerie économique, dans un groupe concurrent de B&B. Et je crois qu'il y a une chose que tu as développée qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on est à la fois propriétaire de son actif, on est aussi l'employeur. Il y a toute une dynamique que vous avez en tant qu'employeur unique dans la dynamique sociale, parce qu'on parle d'escalier social, mais lorsque vous avez affaire à des propriétaires qui sont multiples et qui ne veulent surtout pas reconnaître les avantages acquis d'un côté et d'un autre, l'escalier, ça ne ressemble pas à une passerelle, c'est assez difficile. Donc je crois que, et moi j'ai assisté à la réussite de B&B, et je dois dire que je pense que le modèle, notamment de faire que B&B soit en même temps détenteur de son actif ou loueur de ses actifs, c'est aussi parce que c'est effectivement le personnel a un employeur unique, il y a une vraie dynamique, il y a un sentiment d'appartenance et il y a après derrière des économies induites, des économies d'échelle, une politique d'investissement qui est cohérente, etc. Donc je crois que c'est parfait et je regrette que d'autres groupes économiques n'aient pas finalement suivi cette voie. Donc il n'y avait pas de question en fait. Tu peux dire je suis d'accord? Merci. Une autre question pour Adlène? Et après on va conclure parce que je sens que tout le monde a soif. Enfin, presque. Bonjour, merci pour ce speech très inspirant en effet. Bon, ma question elle est toute simple, c'est sur un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me touche, c'est celui de la discrimination positive. Oui. Il y a un énorme enjeu aujourd'hui en France, c'est justement déjà d'embaucher quelque part cette population, notamment par exemple si je parle de la banlieue, mais aussi on a cité le cas du salarié afghan, c'était Olivier je pense sur le cas Best Western. Je pense surtout à cette population, on va dire, de l'immigration aujourd'hui
clandestine ou pas, mais on sait qu'aujourd'hui, dans les rues de Paris, il y a énormément de gens qui viennent de partout, qui ont choisi la France comme terre d'accueil, mais qui peut-être n'ont pas tous, et on le sait également, le permis de travail, puisqu'ils sont considérés comme étant immigrés clandestins, en tout cas pas en situation régulière pour pouvoir travailler. Comment comptez-vous faire face à cet enjeu, notamment politique, notamment avec les pouvoirs publics, pour dire, bon, il y a des gens qui, peut-être, si on leur tend la main, pour avoir un vrai plan de carrière et pour avoir de l'épanouissement, etc., ils vont certainement choisir ce chemin-là que celui peut-être de vendre des cigarettes à la sauvette et ou vendre d'autres choses pas très légales. Merci beaucoup. C'est une super question, je suis un peu embêté pour y répondre. Si je vous dis que je vais embaucher des clandestins, je vais me faire embarquer là. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. En revanche, moi j'ai une remarque à titre personnel. J'ai une nièce qui bossait dans une association d'aide aux migrants et qui m'expliquait qu'au fait, on met un temps fou à leur donner des papiers ou pas, que pendant ce temps ils n'ont pas le droit de travailler et que ne travaillant pas, étant enfermés pendant 1 an et demi en attendant une réponse pour dire vous devenez français ou en tout cas vous avez un permis de séjour ou pas, ils finissaient par développer une assez forte haine de la France en se disant ce pays qui me force à rien foutre. Ce qui est dommage. Bon, ça c'est une remarque de citoyen et c'est une anecdote. Sur ce qu'on fait nous, alors d'abord, on cible la première école, on va l'ouvrir dans le 93. Hein. On va directement là où sont les enjeux parce que ça nous paraît approprié. Nous, on s'appuie beaucoup, on compte beaucoup s'appuyer sur notre réseau de gérants mandataires ou d'hôteliers qui ont déjà fait le travail, c'est-à-dire qui sont rentrés chez BNB il y a 15-20 ans et qui, à la force de leur travail, avec leur enthousiasme, leur énergie, leur qualité, et malgré tous les handicaps, entre guillemets, et vous m'avez compris que la société leur imposait, ont fait ce chemin et sont devenus des patrons respectés et respectables parce qu'eux, ils ont un rôle de rôle modèle, c'est-à-dire qu'ils vont aller expliquer à leurs neveux, à leurs cousins, à leurs copains, etc., qu'il y a mieux à faire que de vendre des cigarettes ou pire. Et donc, c'est tout le travail qui est là. Et puis après, on compte sur le bouche à oreille, on compte sur le sujet de la réussite. Il faut juste pas mentir. C'est-à-dire qu'à la fin, il va falloir que ces gens qui viennent se former chez nous, et on en a déjà. Alors, jusqu'à maintenant, c'était fait de manière désorganisée. En fait, on est en train d'organiser. Et puis, j'espère demain d'industrialiser le système. Et puis, on ne va pas le faire que pour nous, au passage. On va pas. Si tout marche bien, ce ne sera pas quelques dizaines, mais quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Et puis, quelques-uns iront chez BNB, d'autres iront ailleurs. Et c'est tant mieux. Le sujet, c'est que derrière, les perspectives soient au rendez-vous. Donc là, on est aidé chez BNB par la croissance. On en parlait tout à l'heure, nous on a eu la chance l'année dernière d'ouvrir 100 hôtels. C'est une anecdote, mais lundi prochain, on fait une fête pour inaugurer notre 700e hôtel. Il se trouve à Guimarães, au Portugal. Il est 100% carbone neutre, enfin il y a plein de trucs très sympas. La réalité, c'est que j'ai reçu un reporting hier qui me disait qu'on en avait 750 aujourd'hui. Donc on a toujours un peu de retard sur le truc. Et le temps d'organiser la fête, on avait déjà ouvert quelques-uns, donc on croît très vite. Donc ça, c'est sympa parce que ça donne des perspectives. Ça permet aux gens de rentrer, de se dire effectivement, comme il y a la croissance, l'ascenseur social est là. Et je crois que c'est un sujet là encore, et je vais conclure là-dessus, c'est un sujet un peu politique, c'est-à-dire que derrière la réflexion sur la croissance, le toujours plus, l'économie, le machin, c'est aussi la question des opportunités qu'on donne aux gens qui travaillent. Merci. Merci Fabrice.